Quand les attentats ont été commis, François Molins, c'était le procureur de la République de Paris. Et à ce titre-là, c'était lui qui était en charge de toutes les affaires terroristes en France. Partie civile, un podcast Live for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 2. Qui se saisit de l'affaire ? La France est un état de droit. Alors, même si l'on aborde le procès des hommes et des femmes les plus haïs de la nation, l'État se doit de leur apporter un procès équitable. Et pour ça, il faut une enquête rigoureuse et des dossiers accessibles par toutes les parties. Avant toute chose, on est allé se renseigner auprès d'Arthur Desnouveau pour comprendre comment les attentats du 13 novembre ont modifié l'organisation de la justice. Parce que, comme on va le voir, les capacités d'enquête comme leur direction se sont transformées au rythme des mutations des actes de terrorisme. Et il y avait une section du parquet qui était spécialisée là-dedans, avec des magistrats spécialistes. Le terrorisme, c'est une matière très particulière pour plein de raisons, que ce soit pour les risques encourus par les juges évidemment, mais aussi parce que la connaissance des filières et le lien entre toutes les affaires est assez fort, et il faut donc des magistrats spécialisés. Il y a ensuite eu une réforme, dont j'ai oublié la date, mais qui doit se situer vers 2017, où au lieu d'avoir simplement une section, ils ont vraiment créé un parquet national antiterroriste spécifique avec un procureur national antiterroriste spécifique. Et donc maintenant, pour tous les attentats qui se produisent depuis, c'est le procureur national antiterroriste qui se saisit. Ça n'a pas changé grand-chose au fond, parce que cette section spécialisée et ce parquet national antiterroriste sont en fait composés des mêmes personnes. C'est juste qu'en termes de moyens, il y a maintenant des choses qui sont vraiment sanctuarisées pour la justice antiterroriste. Pour préciser ce que vient de nous dire Arthur, le parquet national antiterroriste a été créé le 1er juillet 2019. S'il a fallu fusionner tant de services existants, c'est parce que depuis les années 90, la France a connu des vagues d'attentats et depuis le 13 novembre 2015, les actes de terrorisme se sont démultipliés. Parmi eux, on peut citer entre autres l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, l'assassinat du prêtre dans l'église de Saint-Étienne de Rouvray le 26 juillet 2016, celui contre les policiers sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris le 20 avril 2017, ou encore l'attentat à l'arme blanche de la gare Saint-Charles à Marseille le 1er octobre 2017. L'observation de ces crimes, tous rattachés au terrorisme, a poussé la transformation de la justice et de la police. Pour comprendre l'impact de ces mutations sur les conditions de l'enquête, un ancien officier de police affilié à la direction de la surveillance du territoire nous explique cette transformation. Depuis 2009, Stéphane Berthomé s'est reconverti. Il est désormais auteur et scénariste de podcasts sur des affaires criminelles non résolues, notamment pour Radio-Canada. Descendre un léger chouïa, je pense que là je suis bien. Vous, qu'est-ce que ça donne de votre côté ? Ça me paraît bien, ouais, de mon côté. Ouais. Ok, parfait. Moi je vous entends parfaitement bien, donc tout est bon pour moi. Je m'appelle Stéphane Berthomé, je suis un ancien policier, j'ai été officier de police dans les années 90. Alors, en France, on a un système de lutte contre le terrorisme qui est placé d'une façon un petit peu particulière, puisqu'on a un système ultra centralisé dans la lutte contre le terrorisme, aussi bien d'un point de vue policier que d'un point de vue justice, puisque on a des institutions qui sont spécifiquement dévolues à la lutte contre le terrorisme, avec une centralisation parisienne, puisque ces institutions sont basées à Paris et ont compétences territoriales sur l'ensemble de l'Hexagone. Ce qui veut dire en fait que un peu comme on peut l'imaginer à l'étranger, aux États-Unis par exemple, le FBI a compétence sur l'ensemble du territoire et de tous les corps de police locaux, municipaux, provinciaux, enfin des comtés ont compétence sur leur province et sur leur région. Eh bien, en France, on a un service qui centralise toutes les affaires de terrorisme. Alors donc ça a été donc comme je vous le disais à l'époque dans les années 90 2000 un ensemble de services qui travaillaient de façon coordonnée, plus ou moins coordonnée d'ailleurs à l'époque, dont la division nationale antiterroriste, la DST, la direction de la surveillance du territoire avec ses unités d'enquête judiciaire, les renseignements généraux territoriaux qui étaient des renseignements généraux de terrain et puis la direction centrale des renseignements généraux. Et d'une façon plus excentrée, mais quand même
pas totalement déconnecté la DGSE, la Direction Générale de la Surveillance Extérieure, qui pouvait parfois, sur certains sujets, intervenir. Donc tous ces services-là ont été regroupés par des étapes différentes. Le regroupement des services s'est fait par différents processus. En fait, la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, a été créée dans un premier temps, puis elle est devenue la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. La DGSI étant maintenant le service qui a cette compétence territoriale nationale, qui enquête et qui est saisie de facto en fait par les autorités judiciaires d'une enquête en cas de terrorisme. Dans le cadre des attentats du 13 novembre, c'est une cellule spécialisée sur l'antiterrorisme islamiste qui s'est chargée de l'enquête. En théorie, c'est comme ça que ça se passe, effectivement. Et c'est comme ça, j'imagine que ça s'est passé. Comme je vous disais, moi, je ne suis pas tout à fait dans le secret de qui est très particulièrement est intervenu au terme de l'enquête, mais il s'agit effectivement de gens qui ont une expérience dans cette forme particulière de terrorisme, parce que avec le temps, on se rend bien compte que on lutte contre des réseaux qui sont interconnectés les uns avec les autres, que les membres de ces réseaux ont des liens, que les enquêtes se recoupent. Donc il y avait un intérêt à ce que les personnes qui gèrent les enquêtes, les chefs d'enquête, les directeurs d'enquête dans les corps policiers, aient une expérience dans le domaine très particulier du terrorisme islamiste, du terrorisme basque ou du terrorisme corse par exemple. La liste des acronymes est longue, et la collaboration des services compétents est mise à rude épreuve. Les pistes sont nombreuses, et les ramifications parfois lointaines. Donc, ce que l'on retient de la réponse de l'ancien inspecteur, c'est que les polices nationales et territoriales font leur maximum pour travailler en bonne intelligence. Le but, confirmer ou infirmer des pistes qui permettront de prouver la culpabilité des mises en examen. La deuxième question qu'on aimerait résoudre dans cet épisode, c'est de savoir quelle place est laissée aux accusés et à la préparation de leur défense. À ce stade, seuls les mises en examen, pour partie en détention provisoire, ont accès au dossier. Ce droit leur est réservé pour pouvoir préparer leur défense et garantir l'état de droit dont on parlait au début de cet épisode. Mais dans quelles conditions y ont-ils accès ? Pour entendre 2 points de vue clés sur le sujet, on a posé la question à Rachid Azizi, commandant de police, puis à Daphné Pugliesi, avocate. Alors, en fait, je dirais presque tout le monde a accès à l'enquête. En premier lieu, l'avocat des parties, naturellement, mais vous avez également la partie civile dès lors que celle-ci n'est pas assistée d'un avocat. Vous avez également le mis en examen, c'est-à-dire la personne contre laquelle pèsent des charges, qui est justement, alors il est présumé innocent, mais en tout cas, il est mis en examen et il a un accès, bien entendu, à son dossier judiciaire, mais également, vous avez une autre catégorie qui s'appelle le témoin assisté. Donc il n'est pas mis en examen, mais il est impliqué dans l'affaire, il n'agit qu'en tant que témoin assisté, et à ce titre, il peut accéder au dossier, donc connaître les éléments du dossier. D'accord, et à quel moment ils y ont accès ? Dans les plus brefs délais, dès lors que le juge d'instruction met en état le dossier de nature à ce qu'il puisse y accéder, donc c'est une question purement matérielle. Si l'on en croit Rachid Azizi, tout le monde a accès au dossier de l'enquête en cours. Avocat de chaque partie, mise en examen en détention, et témoin assisté en liberté. Pour laisser la parole à chaque acteur de la justice française, on est allé voir Daphné Pugliesi, avocate pénaliste. Lors du procès des attentats de janvier 2015, elle prenait place aux côtés de la défense, et pour ceux du 13 novembre, avocat, elle assistera les parties civiles. Des Hauts-de-Seine. Alors, ça c'est une question qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a un problème en France. Il y a un vrai problème. C'est que en matière de terrorisme, plus qu'en toute autre matière, mais d'autres matières, dès qu'on est dans du pénal un petit peu, tout ce qui relève de la GIRS, donc tout ce qui va être bande organisée, groupe un peu mafieux, tout ça, eh bien, on va dire les mises en examen, puisqu'au stade de l'instruction sur des mises en examen, n'ont pas accès au dossier. Très souvent, ils veulent une copie de leur dossier, pouvoir le suivre, et ça leur est refusé. Alors que normalement, la législation voudrait que, sauf cas particulier, toute personne puisse avoir accès à son dossier. En matière de terreau, c'est systématiquement refusé. C'est-à-dire que ces hommes qui sont détenus, qui pour certains sont responsables, pour d'autres disent qu'ils ne le sont pas, eh bien, tous ces mises en examen n'ont pas eu connaissance du tout de leur dossier
à l'exception bien évidemment de ce que leur avocat leur a lu, leur a transmis comme information, mais ils n'ont pas eu de contact direct avec le dossier pendant toute l'instruction. Ce qui, moi, me semble pas tout à fait normal. Voilà, parce que si je me retrouvais dans un truc comme ça, je voudrais pouvoir le lire, mon dossier. Ces 2 premiers épisodes nous ont permis de comprendre que la saisie de l'affaire par le procureur François Molins, la nomination d'un juge d'instruction et l'ouverture d'une information judiciaire se font simultanément. Dès le soir du 13 novembre 2015, le juge d'instruction missionne les services de police intéressés à enquêter sur l'ensemble du territoire français et même à l'international. Les investigations sont lancées. Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015. Rescapés et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris. Écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation d'Arthur Desnouveaux, Stéphane Berthomet, maître Daphné Pugliesi et Rachid Azizi. Interview menée par Cécile Bobil et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobil. Production déléguée, Léa Bobil. Chargée de production, Cécile Bobil. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.